Salut dans le hall, bonjour à tous. Hello everybody. Voici donc une petite vidéo que je voulais vous faire depuis un moment, mais que j'attendais un petit peu d'en savoir plus et que les choses se soient un petit peu éclaircies dans ma tête. Voilà. Donc pour ceux qui arrivent, pour ceux qui arrivent, qui n'auraient pas suivi depuis le début, qui découvriraient ma chaîne, je suis en train de traduire le Rig Veda. Hein, c'est quelque chose qui a été fait en 1855 en France par un certain Alexandre Langlois. Comme il privilégiait plus la poésie que la rigueur scientifique, d'après ce qu'on dit, hein, euh, bon, disons que c'était plus vraiment d'actualité. Alors je le traduis là. Je suis arrivé pas loin de la fin. Alors il en reste encore il en reste encore pas mal, mais je suis dans le 10e mandala. Donc le Rig Veda, il y a 10 mandalas. 10 mandalas, un mandala, c'est un chapitre. Là, je suis arrivé au 10e, donc c'est le dernier. Et euh, c'est évident quand on le traduit qu'il y a quelque chose de plus. Hein. Ce mandala n'est pas comme les autres, qui étaient beaucoup plus simples. Hein. C'était des hymnes, on s'adresse aux dieux, on demande à obtenir des richesses, donc matérielles ou spirituelles, plutôt spirituelles, parce que dans les sacrifices et dans les cérémonies religieuses, ouais, religieuses, spirituelles, euh, on ne cherche pas à devenir riche, hein, parce que ça marche pas. Il buvait le soma, qui était un truc à base de psilocybine, probablement, c'est pas sûr, mais il y a tellement d'indices qui laissent penser que c'était donc une tryptamine, hein, de la famille des tryptamines, LSD, ibogaïne, ayahuasca, enfin toutes ces plantes là qui sont connues à travers le monde depuis une cinquantaine d'années par les Occidentaux, car avant ils ne connaissaient rien. Les Occidentaux de toutes les choses, de toutes les plantes qui peuvent modifier les états de conscience, ils connaissaient que l'opium. Hein. Bon, ce qui est pas bon. Voilà. Donc, quand ils étaient dans leur sacrifice, ils faisaient leur sacrifice aux dieux, etc., ils finissaient par boire le soma et ils avaient une expérience spirituelle. Ça avait une grosse importance sur le fonctionnement de la société. Ça, c'est complètement passé à côté des gens qui se sont intéressés au soma en Occident, parce que ailleurs peut-être, mais en Occident où les gens ne connaissent pas grand-chose, surtout les gens qui ont fait des études et qui ont des diplômes et tout, quand on fait des diplômes, si on prend des tryptamines, les diplômes, on se dit oh, quel intérêt. Donc là, voilà. J'apporte un petit peu cette nouveauté dans l'interprétation du Rig Veda. Bon, alors vous retrouverez j'ai fait des vidéos sur le soma, vous verrez ça plus tard. C'est sur ma chaîne, vous n'avez qu'à vous abonner et puis vous verrez, il y a quoi, une vingtaine de vidéos, une trentaine. Donc c'est pas difficile à trouver. Donc voilà. Donc cette vidéo là, je la fais parce que je suis arrivé, comme je vous le disais, au 10e mandala. Et je vais donc vous parler un petit peu de ce que je ressens dans ce 10e mandala. 10e mandala, il est... alors, voilà. Il est un peu spécial parce que les autres étaient vraiment simples. Hein. Voilà, on fait une cérémonie religieuse, on boit le soma, on a l'illumination, ou on trouve la lumière, enfin appelez ça comme vous voulez.
ça rend immortel, ça, pas physiquement bien sûr, ça rend immortel spirituellement et ça permet de connaître tout, la réalité du monde, etc. Et je confirme, c'est vrai. Donc, dans ce 10e mandala, on quitte ça, même si certains hymnes en parlent encore. Il y a un changement. Il y a un changement. On n'est plus à la même époque, c'est clair. Hein, alors donc, dans cette vidéo, je vais faire deux parties. La première, je vais vous dire un peu ce que disent les premiers hymnes du Rig Veda. Pas du Rig Veda, du 10e mandala. Et ensuite, on va faire un petit essai de datation du Rig Veda, en sachant que je n'ai pas fini de traduire le 10e mandala, donc où il y a encore beaucoup de choses que je vais apprendre, ça c'est sûr. Mais je sens qu'on est dans une autre période, et comme le Rig Veda et la civilisation de l'Indus Sarasvati se déroulent en même temps et au même endroit, à moins d'être particulièrement borné, on dit il y a forcément quelque chose qui... il doit y avoir un point commun. Hein, surtout que dans la civilisation de l'Indus, on ne parle pas du Rig Veda, mais il n'y a aucune allusion au Rig Veda à première vue. Et dans le Rig Veda, il n'y a aucune allusion à la civilisation de l'Indus, à première vue. Néanmoins, ça se passe au même endroit et en même temps. Mais ça, on verra après. Donc pour l'instant, c'est ça. Hein. Je vais vous dire sur les hymnes qui marquent une certaine différence. Déjà, on a le premier hymne. Alors, c'est comme d'habitude, hein, tous les mandalas, sauf pour le 9e, tous les mandalas commencent par un hymne à Agni. Pas un, mais plusieurs, une dizaine d'hymnes à Agni. Donc Agni, c'est le feu, qui symbolise la lumière, l'illumination. Par exemple, pour prendre une image, vous êtes dans le noir, clac, vous allumez la lumière ou vous allumez le feu, plouf, on y voit clair. Voilà. Donc, à partir de là, on peut dire que Agni symbolise l'illumination. Bon, alors, le premier hymne, il est classique. C'est un hymne à Agni, bien sûr, et mais qui fait apparaître les pitris, les pères. Vous retrouvez ça dans les langues indo-européennes, pitri, père, pas partout. En breton, par exemple, c'est pas ça. Hein. C'est tad pour père. Mais bon. Donc vous avez, c'est donc un hymne adressé aux pères, donc aux ancêtres qui sont morts et qui seraient au ciel, ou qui sont au ciel. Et donc bon, c'est placé dans cet hymne-là. C'est pas la première fois dont on en parle, mais là, dans le 10e mandala, c'est plus costaud. C'est plus déjà, voilà. Hein, bon. Ensuite, il y a plusieurs hymnes qui présentent un intérêt classique. Enfin, classiques, ils sont toujours intéressants parce que c'est très beau, puis c'est plein de métaphores, et bon, il faut comprendre les métaphores. C'est pas... Mais bon, voilà, c'est pas le sujet. Donc, ça nous fait arriver au 16e hymne. Dans le 16e hymne, on voit apparaître quelque chose de très important, c'est la crémation. Parce que jusque-là, on ne parlait pas de tout ça. Et la crémation, c'est ce qui continue de se produire tous les jours. Hein. Et ce qui a fait les beaux jours des chaînes de télé quand il y a eu le Covid en Inde. Dès qu'il y avait quelques crémations quelque part, filmés, ils disaient « Ah là là, les crématoriums sont saturés, ils sont obligés de brûler les morts dehors. » Ouais, bon. Comme quoi... les crématoriums. Bon, alors donc voilà,
on parle de crémation. Jusque-là, on n'en parlait pas. Bon. Dans le 15e... je ne sais pas. Oui, alors, là, on parle de la réincarnation. Il y avait déjà eu une allusion dans le 8e mandala à la réincarnation, mais là c'est carrément dit. Et ça, c'est un peu nouveau. Et c'est même tout à fait nouveau. Alors, la réincarnation. Bon, ensuite, on revient à un hymne adressé carrément au Père. Alors, je ne sais plus trop lequel c'est, mais le 8e, je crois. Adressé au Père, au Pitri, ce qui n'était pas le cas avant, parce que si on en a parlé un petit peu comme ça, comme ci, comme ça, en passant, c'était pas devenu des divinités. Vous voyez, ça veut dire aussi que jusque-là, on ne glorifiait aucun individu. Hein, même les rois, on ne disait pas que c'était les plus beaux, les plus forts, etc., comme c'est de nos jours avec nos présidents ou nos premiers ministres. On glorifie les dieux, les arbres ou les rivières, mais pas les humains. Hein, les humains ont des défauts, chacun le sait. Et il y en a même qui en ont beaucoup. Alors, bon, ça, c'est important à mon avis. Autre chose, on arrive au 10e mandala. Alors, j'ai fait une vidéo spéciale pour ça, donc vous pourrez la trouver sur YouTube. Ça s'adresse à Yami et Yama, qui sont des jumeaux, qui sont attirés sexuellement l'un vers l'autre, enfin surtout Yami, la femme, qui est plus attirée vers son frère sexuellement que lui. Et lui, il lui dit, ah non, c'est pas bien, il faut essayer de trouver quelqu'un d'autre, parce qu'il fera aussi bien l'affaire que moi. Moi, je suis ton frère, quoi. Et vous voyez, pour moi, je trouve ça très important, parce que c'est une leçon de morale, mais qui n'est pas à la manière qu'on connaît des 10 commandements, dans le monothéisme, où c'est non, il ne faut pas faire ceci, c'est interdit, ne tuez pas, ne volez pas, etc. Hein. Là, c'est expliquer gentiment que, bon, ben non, pourquoi tu veux coucher avec moi? Va donc trouver quelqu'un d'autre, ça fera aussi bien l'affaire. C'est important, à mon avis. Le 13e, il s'adresse aux 2 charrettes à Soma. Alors, c'est pas qu'il livrait le Soma sur 2 charrettes, parce qu'il venait avec une charrette tirée par une vache. Le Soma, donc, qui sont probablement donc des champignons, des psilocybes, c'est tout petit. Hein. Mais c'est amené sur une charrette, enveloppé dans un tissu, un petit bout d'étoffe. Mais durant le sacrifice, on utilise 2 charrettes qui sont... c'est très compliqué. Je vous conseille pour ça de lire l'Agnis Thomas. C'est un bouquin que vous pouvez trouver sur Forgotten Books. Je vous le conseille vivement. C'est en 2 tomes. Vous avez tous les détails, y compris les partitions musicales sans les notes. Mais les partitions pour chanter les hymnes, vous avez tous les détails, les plus infimes détails. Une petite réserve quand même, ce livre-là, que je vous recommande toujours, hein, malgré la petite réserve, c'est qu'il a été fait en compilant, en faisant des recherches dans le Shatapatha Brahmana, qui est un grand brahmana qui fait plusieurs tomes et qui donne beaucoup de détails, mais aussi tout un tas de sutras et d'autres textes qui ont été écrits beaucoup plus tard, à l'époque où justement il n'y avait plus de soma. Mais ils continuaient à utiliser des plantes, c'était plus les mêmes parce que les psilocybes ont dû s'assécher. Il y a eu une grande sécheresse il y a 4200 ans. Cette sécheresse a dû faire disparaître le soma parce que c'est des champignons et si vous n'avez pas d'humidité, vous n'avez pas de champignons. C'est pas compliqué.
C'est ça qui les a poussés après à développer les Upanishads, le yoga, la méditation, etc. Parce qu'autrement, c'était très simple. Hein. On buvait le truc, le soma un peu avant le lever du jour, on préparait le feu, on recommençait, le sacrifice démarrait, on buvait le soma, et puis quand au moment du lever du soleil, donc aux alentours de 6 heures du matin, enfin je dis à peu près ça, hein, c'est pour cette date, pour cette heure-là, le soma avait déjà eu le temps de faire son effet, et donc le soleil se levait, et plaf, c'était difficilement explicable, mais je peux vous garantir que c'est quelque chose. Alors, ces deux charrettes, là, elles servaient pour des rites d'un intérêt pour la connaissance. C'est intéressant de savoir. Bon, si on voulait reconstituer des sacrifices au soma à l'ancienne, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir deux charrettes Ouais, bon. En plus, qui étaient couchées sur le côté, il fallait passer à côté des roues, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, mais qu'on fasse un hymne adressé aux deux charrettes à soma, c'est bizarre. Hein, autant on le fait pour les arbres, pour les rivières, etc. Bon. Alors, je reviens. Donc, le 14e hymne s'est adressé au père, encore, ce qui n'était pas la première. On en parlait dans les autres, mais c'était pas adressé à eux. Et avant, on ne trouve pas ça. Le 15e, c'est nouveau. Là, c'est la crémation. Et ouais, jusque-là, on n'en parlait pas non plus. Et là, c'est la crémation qui est décrite dans le 15e. Encore un hymne au père, d'ailleurs. Et Agni, par la même occasion. Le 16e, encore la crémation, où on rentre un peu plus dans les détails. Et on parle aussi de la Sarasvati, qui coule toujours. Je vous rappelle, j'ai fait une vidéo spéciale Sarasvati. La Sarasvati, c'est la clé pour comprendre et la géographie et l'histoire. Elle a été asséchée, il y a eu pas loin d'une centaine d'études dans diverses disciplines, et ça continue encore, qui sont faites par des scientifiques indiens, qui ont été formés, et pas que, hein, mais la grosse majorité c'est les Indiens, mais il y a aussi d'autres gens, et qui ont été formés aux États-Unis, en Angleterre et tout, donc c'est pas des farfelus. C'est les gens qui savent de quoi ils parlent, donc alors les hydrologues, les sismologues, des biologistes, des botanistes, bref, tout ça, chacun dans sa discipline a démontré qu'elle s'est asséchée il y a 3900 ans. Totalement asséchée il y a 3900 ans, et probablement durant un siècle, ça devait être à moitié asséché parce qu'il y avait deux affluents qui arrivaient dans la Sarasvati. Il y avait d'un côté la Yamuna qui a donc eu un tremblement de terre, et son cours s'est dévié et est parti vers Delhi et vers Agra, etc. Et l'autre, c'est la Sutlej, qui s'appelle dans le Rig Veda la Sutudri, et qui s'est dévié là aussi, et le cours a été dévié et il est parti vers l'Indus, au lieu d'aller dans la Sarasvati. Parce que la Sarasvati, c'était la plus grande rivière de l'époque. Asséchée, donc elle fait couramment 8 km de large, 7 à 8 km de large, et quand elle arrive au confluent de la Sutlej, elle faisait jusqu'à 20 km de large. Vous vous rendez compte ? 20 km de large. C'est plus que la distance que je suis obligé de faire pour aller faire mes courses ici dans mon coin, où il y a plus rien. Il n'y a plus de boutique, il n'y a plus rien. Faut aller dans les villes. Bon. Alors, la crémation. Donc, crémation, la Sarasvati. Le 17e hymne, c'est un hymne à Soma.
Donc le soma coule toujours. Hein, le soma coule toujours, enfin se boit toujours. Ça existe toujours pour l'instant. Mais c'est le dernier de tout le Rig Veda. C'est le dernier de tout le Rig Veda et ça c'est important. Mais pour l'instant j'en sais pas plus. Alors, le 18e, il nous parle de quoi? D'enterrement. Eh ouais. Parce que alors, la tradition en Inde, c'est qu'on brûle les corps, c'est le plus simple, mais pas tout le monde. Les yogis, les sadhus, tous les renonçants, c'est des gens qui sont enterrés. Alors, on ne les enterre pas allongés, on les enterre assis. Hein, quand ils meurent, hop, on les relève pendant qu'ils sont encore souples. On les assoit en posture de lotus pour les yogis et on attend qu'ils raidissent. On met un truc derrière pour tenir le dos et qu'il reste bien droit. Et on creuse un trou et quand il est bien raide, on le dépasse, on le met dans le trou et on met de la terre par-dessus. Bon, là, la crémation. Alors, je ferai une petite remarque en passant, c'est que dans les cimetières qui sont fouillés à Harappa, à Rakhigali, un peu partout, il y a il y a des tombes qui contiennent des urnes où on voit bien que les gens ont été brûlés, et d'autres qui contiennent des gens qui ont été enterrés. Ce qui est bien pratique pour les analyses ADN et pour vérifier pour les fractures, s'il y a eu des coups de hache, etc. Il n'y en a pas. Non, c'était pacifique. Donc voilà, enterrement, le 18e, ça alors là, c'était vu nulle part. Hein. Ensuite, le 23, Indra, là, c'est un hymne à Indra, on découvre que Indra était barbu. Avec une barbe jaune pâle. Et des barbes jaunes pâles en Inde, j'en ai pas vu beaucoup. Je crois que j'en ai, à part les touristes ou les routards, il n'y avait pas de barbe jaune. Donc, ça confirme qu'il y a eu des mélanges de populations avec des gens qui étaient de différentes couleurs. D'ailleurs, on va le revoir un petit peu plus tard, qui avaient des couleurs de peau différentes, couleurs de cheveux différentes. C'était différents peuples. Il y a eu certainement Alors, il y a eu des guerres hein, au tout début de ça. Hein, c'est raconté un peu dans les hymnes à Indra, qui servent, hein, c'est des métaphores et tout, mais c'est basé sur des événements qui se sont produits, mais qui sont produits beaucoup plus... il y a très longtemps. Hein, dans les au moins 5500 ans, ou voire 6000 ans, voire même peut-être plus. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord avec les analyses génétiques qui ont été faites par David Reich. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos, 3 vidéos pour ça, sur sur ce que David Reich nous raconte. Bon, il y a eu des mélanges de populations, il y a eu des gens qui sont venus, qui sont partis, qui ont envahi, qui sont... Certainement, hein, ça se faisait partout, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas fait dans le nord de l'Inde, et ça continue de nos jours. Hein. Regardez en Ukraine. Bon, voilà. Donc, il y a eu ça confirme un peu tout ça, hein, mais ça ne signifie en aucun cas qu'il y a eu une invasion il y a 3500 ans. Là-dessus, j'ai aussi fait une vidéo. Bon. Alors, donc le 25, donc on reparle du soma, des ivresses, donc ça continue, hein, les sacrifices avec les ivresses dues au soma. Ça, c'est juste en passant. 27, un hymne important aussi qui a été beaucoup traduit, paraît-il, que j'ai vu que peu, mais en anglais beaucoup. C'est une leçon de morale. C'est au sujet d'un type qui est addict
au dé, au jeu. Hein, et qui se ruine, qui perd sa femme, qui perd tout, et qui désole tout le monde parce qu'il passe son temps à jouer au dé et puis il perd tout le temps. Donc c'est une leçon de morale, pour moi c'est la deuxième après celle de Yami et Yama. Ça montre aussi que on s'intéresse un peu moins, pas moins, mais on s'intéresse on s'intéresse pas que au combat et à la spiritualité. Là, on commence à parler de la vie de tous les jours, les gens qui jouent au dé. C'est important parce que c'était pas le cas dans les autres mandalas. Ensuite, le 30e. Les allusions sexuelles. Eh oui, on trouve des allusions sexuelles. Alors c'est pas cru, hein, c'est pas quoi qu'il y en a, hein, parce que le huitième mandala démarre par un truc avec des allusions assez crues, même plus que on peut enlever assez des allusions crues. Bon, et ces allusions sexuelles ne sont pas brimantes du tout. Hein, ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec l'esprit des lois de Manu. Si vous connaissez les lois de Manu, je vous conseille, vous les trouvez chez Forgotten Books aussi. Alors là, c'est la femme, elle en prend plein les dents, hein, si j'ose dire. Donc, tandis que là, il n'y a pas ça. Ah, alors le 31e hymne, c'est un hymne dans lequel on parle d'un certain Krishna. Alors, ça n'a rien à voir avec le berger, ça n'a probablement rien à voir avec le Krishna qui était roi de Dwarka dans le Mahabharata, parce que, à mon avis, ça se passe beaucoup plus tôt. Par contre, ça démontre qu'il y avait des gens de couleurs différentes, parce que Krishna, ça veut dire noir. Hein, et donc, tous ceux qui s'appellent Krishna, ils ont la peau noire. Voilà. Donc, il y avait et il y a même un rishi qui s'appelle Krishna, d'ailleurs on va en trouver d'autres, hein. C'était pas uniquement des blancs, comme on nous a raconté que c'était des Aryens qui arrivaient et qui avaient massacré les Noirs et tout. Non, parmi eux, il y avait des Noirs. Alors parmi ceux les Aryas, hein, donc le peuple védique, qui s'appelle eux-mêmes Arya, qui signifie noble, dans le sens noble du terme, pas aristocrate. Quelqu'un de noble, quelqu'un de vertueux, quelqu'un de bien, qui n'est pas un voleur, qui n'est pas un... Voilà. Bon, alors Krishna, mariage... Alors, le 32, et là, on parle de mariage. On parle de mariage. On n'a jamais parlé de tout ça avant. On parle de mariage, on rentre même dans les détails. Et aussi, on parle des bienfaits de l'instruction. Dans le 32e hymne. On parle des bienfaits de l'instruction. Là non plus, on n'en parlait pas avant. Et ça veut dire que s'il y a une instruction organisée, parce que là, il s'agit d'instruction organisée, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, ça montre bien que la société a évolué. Il n'y a pas à tortiller. Le 10e mandala, on est dans une autre époque. Hein, et pour moi, on est dans la phase mature, dans la phase urbaine, disons, de la civilisation de l'Indus, donc qui démarre il y a 5500 ans. Le 34, alors encore une leçon de morale, c'est sur l'addiction au jeu. Hein, j'en ai parlé tout de suite là. Donc c'est un gars qui perd sa femme, qui perd tout et qui est accro au jeu et qui voilà. Là c'est un peu plus sévère que les autres.
Les autres, c'est gentil, si on explique gentiment les choses. Là, mec, t'es pas un mec bien, quoi. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et le 39, encore des allusions sexuelles. Donc le jeune homme qui caresse la jeune femme, etc. Et c'est pas brimé, pas de morale non plus là-dessus. On y parle d'amour et de mariage. Voilà. Donc voilà. Alors maintenant il me reste tout le reste. Hein, donc il me reste plus de 150, environ 150 à faire. C'est dur. Enfin bon. Et on verra ça plus tard. Et puis quand j'aurai quelque chose, je vous dirai. Bon, alors là, on va faire un début de réflexion sur la datation. Pour moi, les dates de moins 1500, ça c'est bidon, ça a été inventé par des Blancs qui n'y connaissaient rien, qui n'avaient jamais mis les pieds en Inde, et qui certainement n'avaient jamais bu de soma. C'était l'époque de la colonisation triomphante. C'était une petite seconde, je vérifie si ma caméra fonctionne toujours. Oui, ça marche. Oui, donc c'était le racisme à fond. Hein. C'était au début du 19e siècle. Tous les Blancs étaient racistes. Hein, pour eux, c'était évident que l'homme était blanc et les autres, ils étaient entre les deux. Aïe, aïe, aïe. Et dire qu'ils continuent à croire ça. Et ça n'est plus à Hitler, bon Dieu. C'est ça qui a été pas à l'origine du nazisme, peut-être pas, parce qu'il y avait aussi l'humiliation que les Occidentaux avaient fait à l'Allemagne après la guerre de 14. Donc ça c'était encore de l'intelligence occidentale. Aller humilier un ennemi battu, même dans les lois de Manouche, c'est expliqué tout ça. Il ne faut pas faire ça. Vous battez un ennemi, il faut le respecter. Après, vous pourrez discuter, travailler avec lui. Si vous l'humiliez, il voudra se venger. C'est normal. C'est ce qui arrive en ce moment. Hein. Ça, c'est un petit aparté. C'est ce qui arrive en ce moment à l'Occident, qui a emmerdé tout le monde pendant 3 siècles, partout, en Afrique, en Amérique du Nord, du Sud, en Asie, partout. Hein. Sauf au pôle Sud. Au pôle Nord, et ils ont emmerdé les phoques. Non. Voilà. Et, ils ont colonisé, pillé, volé, tué, assassiné, considéré, fait croire aux gens qu'ils étaient des imbéciles. C'est ce qu'ils ont fait pour nous, les Bretons. Hein, moi, je vois mes grands-parents. Bon, alors, ça remonte un petit peu loin. Hein, c'était au début du XXe siècle. Mais mes grands-parents, ils avaient honte d'être bretons. Ils ne parlaient pas breton. Ils n'ont jamais parlé breton à ma mère. Jamais. Ceux du côté de mon père, ils parlaient français. Donc la question de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais honte d'être breton. Bon, je passe. Je suis pas là pour parler de ça. Alors, pour la datation, on a quelques éléments comme ça que je vais vous dire, que je vais vous citer. Les flèches étaient des flèches pour les 7 premiers mandalas. Attention, c'est pas valable pour le 10e. Dans les 7 premiers mandalas, vous avez, de temps en temps, il parle des volets de flèches et tout ça. Bon, il y avait des archers comme partout. Mais les pointes de flèches étaient en pierre. Donc c'était pas des pointes de flèches en bronze, ni en acier bien entendu, ni même en cuivre, parce que les pointes de flèches en cuivre, je ne sais pas ce que ça peut donner. Les pointes de flèches en pierre. Donc déjà ça donne une idée de la datation quand on est passé des pointes de flèches en pierre aux pointes de flèches en bronze.
Ça a au moins 3000 ans. 3000 avant Jésus-Christ, donc 5000 ans. Ça a au moins 5000 ans. Ils ne montaient pas le cheval. Ils étaient dans des charrettes. Hein. On ne parle jamais de monter sur un cheval. Et comme comme Indra a 1000 testicules, ça aurait posé des problèmes. Hein. Donc ils étaient dans des chars. Les maroutes, par exemple, alors ça c'est autre chose. Les maroutes, qui sont des jeunes gens, on les décrit tout le temps avec des lances brillantes. Or, les lances brillantes, c'était pas en bronze, parce que le bronze n'est pas brillant de lui-même. C'était pas en argent, parce que ça aurait coûté la peau des fesses. C'était en cuivre. Et le cuivre, on sait que Merga, qui était une petite cité-État au Pakistan, hein, donc dans le coin dans ce coin-là, en produisait il y a déjà 6000 ans. Hein. Merga produisait du cuivre et l'exportait, et donc des lances en cuivre, voilà. Vous voyez, hein, c'est autour de 6000 ans que ça se situe. On ne parle jamais de mélange de métaux. Jamais on parle de mélanger les métaux, que pour faire du bronze, il faut du cuivre et de l'étain. On n'en parle pas. Donc tout ça, ça se passe au tout début de la métallurgie, ça se passe avant l'âge de bronze, et parce qu'après ils montent les chevaux, etc. Voilà. Et de toute façon, la grande, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Sarasvati, la rivière, qui s'est asséchée il y a 3900 ans. Donc on sait que de toute façon ça remonte au minimum à 3900 ans, mais certainement avec une projection il y a 6000 ans, aux alentours de 6000 ans. Peut-être plus. Peut-être plus. Alors, mon opinion actuelle, mais qui n'est pas encore définitive, je peux me tromper, je peux avoir mal compris un truc, donc je ne sais pas. Mais voilà, l'idée qui est en train de germer là, dans ma tête depuis un moment, c'est que le premier mandala et le 8e sont de la même époque. Pourquoi ça a été classé comme ça? Pourquoi les Indiens auraient été faire des 10 mandalas et pourquoi ils les ont classés comme ça? Précision, le premier mandala et le dernier ont le même nombre d'hymnes, 191 chacun. Les autres, il y en a qui en ont 40, 103, enfin voilà. Il y a des raisons. C'est pas fait par hasard, les Indiens l'ont fait pour une raison. Donc le premier et le 8e sont de la même époque, non pas par rapport au nombre de mandalas, mais au nombre d'hymnes par mandala, mais on voit ça au mot. Hein, au mot qui n'existe que dans le premier et que dans le 8e. Hein, tous les autres hymnes, ces mots-là, on les voit jamais. Et là, on les trouve, mais il y en a pas mal. Hein. Donc, ça me fait dire que c'est donc d'une époque qui est postérieure aux autres, à ceux qui est avant, si j'ose dire. Voilà. Le premier mandala serait comme une présentation générale du Veda. Voilà, de cette époque-là, destiné à être transmis plus tard. Voilà, c'est un peu un catalogue. On vous présente tout ce qu'il y avait, que ce soit l'Ajvameda, que ce soit, enfin bon, tout est un peu présenté là-dedans. Et dans le 8e, on commence à rentrer dans la spiritualité expliquée, si vous voulez. Hein. Il y a la spiritualité vécue avec le soma. Boum. Ça c'est simple, on y arrive. On peut prévoir l'heure, on peut savoir à quelle heure ça se termine, etc.
quand on médite et quand on pratique le pranayama et tout, ça marche pas forcément à tous les coups, ou alors il faut être très doué. Euh, alors, donc le premier mandala serait ça. Les mandalas de 2 à 7, pour moi, sont les mandalas historiques, qui racontent des combats et des batailles qu'il y a eu, donc à cette époque-là, il y a environ 6000 ans, 5500, 6000 ans. Il y avait déjà des villes, alors des villes, c'est peut-être difficile à dire, à affirmer, parce que le mot c'est pour comme Jaipur, Udaipur, enfin tous les noms des villes indiennes qui ont Hastinapura, etc. Qui ont qui se terminent par pour, qui signifie ville, mais qui signifie aussi place forte, endroit protégé. Comme par exemple, ça peut être le cas si vous êtes en caravane et que vous allez vous déplacer dans un endroit où il y a des bêtes sauvages, bah, vous protégez avec des ronces, avec des tas de broussailles autour de vous, et bah, ça peut être un pour aussi. Donc voilà, chacun se fait son idée là-dessus. Alors, c'est 6 mandalas, donc en fait il y en a 6 puisque c'est entre le 2 et le 7. Le 7e se termine par la guerre des 10 rois. Il y a une vidéo là-dessus aussi. Donc la guerre des 10 rois, je résume rapidement, c'est le roi Sudasa, bon serviteur, était le roi des Bharata, de la famille des Bharata, qui est une famille qui est une des familles qu'on retrouvera plus tard dans le clan des Purus, qui habitaient sur les 2 berges de la Sarasvati. Ces Purus, ces Bharata, étaient fâchés avec 5 autres peuples, des Aryas aussi, des gens védiques, à la suite d'une brouille entre 2 rishis, Vishvamitra, qui était du côté des rebelles, si j'ose dire, et Vashista, qui était du côté du roi Sudas. Donc les 5 qui étaient contre Sudas étaient alliés à 5 qui n'étaient pas des Aryas, qui étaient d'autres qui pratiquaient pas les sacrifices, qui n'avaient pas ces dieux-là, qui buvaient peut-être le soma, parce que je pense que c'était assez généralisé, mais voilà, ils faisaient pas partie de la famille. Il y a eu 2 combats, donc c'est pour ça qu'on dit la guerre, parce qu'il y a eu au moins 2 batailles. Et donc il y en a une sur la Parouchni, gagnée par Sudas, et une autre un peu après, pas longtemps après, sur la Yamuna. Donc de chaque côté de la Sarasvati. Sarasvati au milieu, donc la Parouchni est là, la Yamuna est là. C'est Sudas qui a gagné, et à ce moment-là, presque naturellement, presque certainement, ils se sont unis pour donner le peuple védique qui va vivre dans cette civilisation urbaine si intelligente par rapport aux autres qui sont un peu connes, il faut bien dire, hein, que ce soit l'Égypte ou bien la Mésopotamie. Et bon, ils se faisaient la guerre, il y avait des rois qui étaient riches, il y avait de l'esclavage et tout ça. Là, il n'y avait rien de tout ça. Hein. C'est la spiritualité, tout le monde vit bien parce qu'on n'achète pas on passe pas notre temps à mettre nos moyens dans des guerres. Voilà. Donc, ils se sont associés et ils ont formé le clan des Purus. Le clan des Purus, donc, qui habitait sur les 2 berges de la Sarasvati.
Alors, donc ça, c'est le 7e. Le 9e mandala, il est uniquement consacré au Soma, qui est déifié, hein, le dieu Soma. Lui, il ne démarre pas par des hymnes à Agni, contrairement aux autres, à tous les autres, même le 10e, hein, on vient de le voir. Il n'est que consacré au Soma. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas, mais je pense que je vais peut-être je vais peut-être trouver pourquoi. Et donc le 10e, eh bien, qui pour moi me donne l'impression qu'on arrive dans l'époque mature de la civilisation de l'Indus, c'est-à-dire à l'époque où il y a le commerce qui marche à fond, les villes qui ont changé un peu leur architecture, pas grand-chose, hein, c'est des histoires de mesurer les briques, etc. Mais voilà, on arrive dans l'époque mature de la civilisation de l'Indus, qui est la même chose que la civilisation védique. Je pense que c'est ça. Je pense que ça va m'être confirmé parce que je l'ai lu et j'ai lu la traduction de l'anglois, donc qui vaut ce qu'elle vaut, mais il a au moins, lui, il a au moins traduit en entier. Il y a eu au moins un en France à faire ça. Bon, on verra. Donc voilà. Voilà, hein, tout ça, c'est pas ce que je vous dis là, c'est plus des sentiments, plus quelque chose que je ressens. Voilà, d'autres gens vont me dire, mais l'autre t'as rien compris, c'est pas comme ça, bon, peut-être, mais là, je sens que on va pouvoir avancer là-dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hymnes qui restent. Je crois qu'il doit rester 150 à peu près. Je sais que dedans, on a l'hymne Purusha, donc l'organisation sociale l'organisation de la société. On a l'hymne aux rivières, donc c'est la géographie, etc. Mais ça, c'est plus tard. Voilà. Et ben, on va s'arrêter là, et puis je vais faire les sous-titres maintenant. Alors, salut dans Nôle, Kenavo dans Nôle. Hein, salut, Kenavo dans Nôle. Au revoir à tous et à bientôt pour une suite de ce truc-là. Je vais essayer d'arrêter ça. Allez, au revoir.